Nous avons étudié la question, nous à l'époque, et comment éviter le rééchelonnement. Alors pourquoi éviter le rééchelonnement? Parce que de façon absolue, déjà quand vous êtes sous les fourches codines du Fonds et de la Banque mondiale, en fait ils vous imposent un mode de gestion. Dans le cas du rééchelonnement, ce n'est pas qu'on vous impose, on décide à votre place. Vous avez le club de Paris pour la dette privée, le club pour la dette publique, le club de Londres pour la dette privée. Et en fait, ils vous disent, vous vendez telle entreprise, vous vendez ça, vous faites ceci, vous faites cela, etc., etc., etc. Voilà, je comprends. Ça veut dire que l'effort qu'on avait fait pour accroître la productivité de l'économie algérienne, quand je dis l'économie algérienne, il n'y a pas que l'industrie, hein. Il y a l'université, on avait commencé à créer quelques grandes écoles pour échapper au carcan de la mauvaise arabisation, etc. Et donc tout ça devait totalement disparaître. C'est-à-dire il faut de nouveau casser la machine. Il faut produire du pétrole, point. D'ailleurs, dans les programmes du Fonds et de la Banque mondiale, mais ils ne touchent jamais à l'économie pétrolière, ni à l'armée, aux dépenses militaires. Il faut une armée qui défende les puits. La police non plus. Dépensez ce que vous voulez. Mais l'éducation, non, il faut des critères. Bon. Donc nous, pendant cette période, c'est là que les réformes, c'est-à-dire tout le monde était piégé, donc pourquoi on a fait appel à de l'intelligence à l'époque? Parce que c'était tout simplement une question de survie. C'était la première fois depuis longtemps, depuis on va dire la fin des années 60, qu'on faisait appel à de l'ingénierie nationale. Donc voilà, on a établi des programmes, etc. Et pour ne pas subir totalement le Fonds monétaire, plutôt que de déclarer la guerre urbi et orbi, on ne déclare pas la guerre à un ogre, c'est pas possible ça, je veux dire. Il faut être taré comme Kadhafi ou comme Saddam Hussein et dire je vais attaquer l'Amérique et je vais vendre mon pétrole en or. C'est pas comme ça, il faut réfléchir. Donc nous, on a décidé de piéger, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller dans les critères, on va dire, de la liberté d'entreprendre, mais selon notre compréhension à nous, et de mettre ça sous le parapluie du fonds, mais pas dans le cadre du rééchelonnement, ni dans le cadre d'un programme. C'est-à-dire leur dire, mais vous, voilà ce que vous voulez. Nous, on va faire beaucoup plus. Dans le cadre d'une planification, carrément? Dans le cadre d'une planification. Donc toutes les réformes ont été planifiées, d'abord parce qu'on y croyait. Donc personnellement, j'ai été envoyé, j'ai accueilli, ici, pour une visite dite privée, le DG du Fonds monétaire international, qui était Michel Contdessus. Nous avons été à Rardaya Timimoun, et quand je lui ai expliqué, quand je lui ai raconté le projet des réformes, il ne voulait pas me croire au début. Moi, j'étais très jeune, encore une fois, donc il me regardait de haut. Et je lui disais, voilà, la liberté des prix, comment on va passer à un système de marché, les fonds de participation qui étaient des espèces de banques d'affaires, etc. Et franchement, au début, il me regardait de haut. Hein. Et puis à la fin, les rapports avaient changé. Ils n'y comprenaient que dalle. Hein, parce que là, ils étaient, à ce moment-là, en train d'imposer ce qu'ils appelaient la thérapie de choc à Moscou et en Hongrie. Et tout d'un coup, nous, on sortait de nulle part en leur expliquant qu'on pouvait aller plus loin, mais sans qu'il y ait thérapie de choc. Donc, une thérapie de choc. Bon, ils étaient un peu gênés. Et en même temps, ils ne pouvaient pas dire non. Donc, on a mis en place un programme qui n'est pas un programme Fonds monétaire international habituel, où on leur demandait juste d'agréer notre programme. Ils l'ont agréé. Donc on a eu beaucoup d'équipes, ils sont venus, ils n'avaient pas grand-chose à dire. La remarque qu'on m'a faite, et que je n'ai pas entendue à l'époque, quelqu'un qui est devenu un ami, qui était à la Banque mondiale, il m'a dit, écoute, tu vas trop vite pour le Fonds monétaire, il faut leur donner l'illusion qu'ils te donnent des ordres, sinon vous allez le payer. Mais nous, on n'avait pas le temps d'attendre leur bureaucratie à eux. Il fallait qu'on aille vite. Le danger était là.
j'ai pas assez écouté. Vous savez, il faut écouter. Il faut écouter l'ami et l'ennemi. J'ai pas assez écouté, pour ce qui me concerne. Et néanmoins, on a été plus loin. On a inventé, pour éviter le rééchelonnement, une technique qu'on a été les seuls à appliquer, que personne d'autre avant nous, ni après nous, parce qu'évidemment, elle n'était pas rentable pour eux, qui s'appelle le reprofilage. Parce que le rééchelonnement vous gonfle le stock de la dette. C'est-à-dire, ils additionnent le principal et le stock d'intérêt. Tandis que nous, non, nous on étale les remboursements sans rien additionner. C'est une question de courbe. Ce n'est pas le stock de la dette qui était important, c'est la quantité de remboursement que vous avez chaque année. Donc il y a une technique, vous lissez la courbe, vous l'aplatissez un peu, ben, tout d'un coup on devient solvable. Glisser, c'est-à-dire donner plus de temps. On donne plus de temps. On donne plus de temps. C'est-à-dire, on va voir, l'idée c'est simple, c'est on va voir les créanciers étatiques ou privés, on leur dit, nous on ne remet pas en cause la dette. On ne remet pas en cause. On a un problème, on ne peut pas payer en une fois. Donc on va renégocier la dette ensemble, comme n'importe quelle, quand vous avez une dette avec une banque privée comme citoyen. Donc voilà, je vais rembourser un peu moins cette année, je vais rembourser plus dans le temps, etc. Voilà, etc. Le rééchelonnement, c'est pas ça. Le rééchelonnement, ils vous disent, bon, vous ne pouvez pas rembourser pendant 10 ans. Ben ça devient une nouvelle dette qui s'ajoute à l'ancienne dette. Non, on ne touche pas au stock de la dette. On va garder la même dette principale, mais on va renégocier les délais de remboursement sans bénéficier, et on ne demande pas d'un crédit relais supplémentaire, parce que sinon ça me fait une dette supplémentaire. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails, c'est compliqué, parce qu'il y a eu des bagarres internationales, il y a eu des courses-poursuites dans les rues avec des services secrets. C'était quelque chose de révolutionnaire que personne n'avait fait. Alors, ça a été un blocage français qui ne dit pas son nom, hein, un blocage politique, militaire, tout ce qu'on veut. On a réussi à percer les défenses européennes pour la politique de reprofilage grâce à l'Italie, qui est un pays qui est doté d'une intelligence surprenante, hein, l'Italie. L'Italie l'a payé cher parce que l'opération main propre, pour ceux qui s'en rappellent, découle de l'ouverture qu'ils nous ont faite à nous. Mais bref, le fait d'avoir réussi avec l'Italie à faire la première opération de reprofilage de la dette publique nous a permis d'obtenir du Fonds monétaire un soutien à la technique de reprofilage. Et donc, M. Condessus, le DG du Fonds monétaire, bien que c'était et c'est toujours un agent, on va dire, de l'administration française, pour ne pas dire des services français. C'est quelqu'un qui était militaire en Algérie, hein, qui a toujours resté très proche des services français, nous a soutenus auprès des banques privées. Et nous avons réussi d'obtenir un reprofilage de toutes les banques privées sauf une. Que nous avons réussi à contourner, parce que vous avez toujours une clause ceteris paribus, etc. Vous ne pouvez pas traiter vos créanciers différemment. Vous êtes obligés de les traiter tous de la même façon. Donc nous avons réussi à obtenir, grâce aux lettres de soutien du Fonds monétaire, le reprofilage de toute la dette privée et de toutes les dettes publiques, sauf la France, qui, elle, n'a pas accepté que lui échappe le rééchelonnement.